Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La première dame Dominique Ouattara inaugure le centre de santé urbain de Fekese-Dougou, une inauguration après le centre d'accueil pour enfants en difficulté. La fondatrice de Children of Africa fait des dons, entre autres ambulances et matériel médical à ce centre de santé qui porte son nom. Dans 6 mois, 40 pompes à motricité humaine seront disponibles dans le département de Ouangolo-Dougou. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé les travaux. Ceux-ci coûteront plus de 300 millions de francs CFA. Le programme Eau potable pour tous, initié par le gouvernement dans les régions, est donc en marche. Le dossier VDC de ce 20h nous plonge dans l'univers du Zaouli. Cette danse a conquis les cœurs et a même séduit l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2017. Mais quelles sont les retombées, notamment pour les danseurs, percussionnistes et leurs groupes? Élément de réponse tout à l'heure. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kouassi-Brou, est arrivé en Guinée aujourd'hui. C'est la 3e mission de l'organisation depuis le putsch du 5 septembre dernier qui a renversé Alpha Condé. Il va échanger avec les nouvelles autorités sur le respect des délais de la transition. Soyez les bienvenus sur RTI1. Après le centre d'accueil pour enfants en difficulté de Fekese-Dougou, la première dame Dominique Ouattara inaugure et équipe le centre de santé urbain de la même ville. La fondatrice de Children of Africa a fait des dons. Ambulances, mobilier, matériel médical ont été offerts à ce centre qui porte son nom et les populations s'en réjouissent, nous rapporte Viviane Aimé. Visite mémorable que celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Fekese-Dougou, le cortège de la première dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR, le cortège s'est immobilisé. La première dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la première dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Fekese-Dougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la première dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Fekese-Dougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La première dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. Les populations de Ouangolo-Dougou sont aussi heureuses. Vous allez le voir, dans 6 mois, 40 pompes à motricité humaine seront disponibles dans leur département. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé les travaux et ceux-ci coûteront plus de 300 millions de francs CFA. Le programme Eau potable pour tous, initié par le gouvernement ivoirien dans les différentes régions, est donc en marche. Kadès Sogodogo. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accueilli avec une calebasse d'eau à l'Arelaba antenne, sous le regard bienveillant du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, et Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, également fils du terroir. L'eau, source de vie, l'eau potable, un bien précieux. Le gouvernement ivoirien continue son combat pour rendre l'eau potable disponible partout en Côte d'Ivoire.
Avec le soutien du Japon, le Tchologo bénéficie de 40 pompes à motricité humaine d'un coût de plus de 300 millions de francs CFA. 5 sous-préfectures sont bénéficiaires. Les travaux de réalisation de ce projet dans le Tchologo, qui s'élève à 359 200 000 francs CFA, vont durer 6 mois. Le porte-parole des populations ne cache pas ce bonheur qui les anime. Traduisez notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que le Premier ministre, patron de cette cérémonie, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations. Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, tout en partageant la joie des populations, n'hésite pas, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Défense, à encourager les populations de cette localité frontalière au Burkina Faso à s'inscrire résolument dans la lutte contre le terrorisme. On peut donc se féliciter de ce don japonais qui va venir en quelque sorte amoindrir les souffrances des populations quant à l'offre de l'eau potable. Nul n'ignore l'actualité en matière de défense et de sécurité de notre territoire. On a beau être les mieux armés du monde, mais tant que l'information n'est pas portée à la connaissance des forces de défense et de sécurité et même des autorités préfectorales, rien ne peut se faire qui puisse en quelque sorte éliminer ce fléau. Alors je voudrais, chers parents, vous dire qu'il est de votre devoir, de votre responsabilité de communiquer. Les travaux démarrent avec le lancement effectué par les émissaires du gouvernement. Rendez-vous dans 6 mois, à la fin des travaux. Il aura de l'eau potable à volonté. Et les députés ivoiriens ont décidé désormais la victime de viol ne présentera pas de certificat médical pour être prise en charge par la justice. Le projet de loi vient d'être adopté justement en commission par les députés après un exposé du garde des Sceaux et ministre de la Justice. Samson Kambilé était face à la commission des affaires générales et institutionnelles pour présenter 2 projets de loi. Konaté Moussa. Plus de certificat médical dans la prise en charge judiciaire d'une victime de viol. Le projet de loi est adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le texte tient aussi compte des mesures de protection des victimes de violences sexuelles et domestiques. Ce nouveau dispositif légal s'articule autour de 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que c'est la possibilité qui est offerte au président du tribunal de délivrer en urgence à la victime de violences domestiques une ordonnance de protection. Et le second dispositif, c'est qu'en cas de violence domestique, de viol ou de violence sexuelle autre que domestique, la mise en mouvement de l'action publique n'est plus subordonnée à la production d'un certificat médical. Un autre texte examiné à cette séance, le projet de loi modifiant le code pénal. Le garde des Sceaux a exposé sur les nouvelles infractions qui ont été intégrées au code pénal. Il s'agit d'une part de certaines formes d'atteinte à la vie privée et d'autre part du harcèlement moral. En effet, les atteintes à l'intimité de la vie privée n'étaient pas réprimées dans le code pénal alors qu'elles constituent de graves violations de la dignité humaine. Cette lacune a été comblée par la création de nouveaux articles. Il en est de même du harcèlement moral. Ces 2 textes adoptés à l'unanimité en commission visent à protéger les victimes de viols, de violences sexuelles et domestiques, aussi à renforcer les actions de lutte contre l'impunité. Et notez dans l'actualité que c'est la Grèce qui assure le secrétariat général de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. L'élection a eu lieu cette semaine même ici à Abidjan et c'était lors d'une assemblée générale. Conformément au principe de rotation régionale, la Côte d'Ivoire, notre pays, a passé le flambeau de la présidence à la Russie. Eugène Aka Awele a passé la main à la présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie pour un mandat de 2 ans. Ahmed Traoré, Jamayagi. Élection du nouveau secrétaire général. Présentation du rapport d'activité 2019-2021. 2 points qui ont marqué l'Assemblée générale de l'Association internationale
des conseils économiques et sociaux et institutions similaires AUC6. Francisco González, secrétaire général sortant, cède la place au grec Zirafis Apostolos pour un mandat de 2 ans. Aka Aole, actuel président de l'AIC6, dresse le bilan de son mandat et passe le flambeau à la Russe Lydia Mikeva. Merci pour cette confiance et pour l'appui inestimable que vous n'avez cessé de nous apporter durant cette mandature. À travers ce choix unanime porté sur notre institution, c'est toute l'Afrique qui était engagée dans cette mandature. Nous saurons ensemble continuer à apporter notre contribution pour le rayonnement de notre association internationale. Je voudrais également traduire à tous les CES, ISE toute la reconnaissance du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette mandature confiée à la Côte d'Ivoire qui montre à bien des égards que la Côte d'Ivoire compte sous son égide parmi les nations à même de valablement contribuer aux travaux et au rayonnement des organisations internationales. 17 participants sur 19 que compte l'association ont pris part à cette assemblée générale. Des efforts appréciés par des participants. Nous convient à cette double rencontre, à savoir le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'AIC6, a fait preuve d'une personnalité, du respect des tests. Pour rappel, cette rencontre s'est tenue par vidéoconférence. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AIC6, association de droit néerlandais, a son siège à Bruxelles, en Belgique. Elle a été fondée le 1er juillet 1999 à Port-Louis, en Île-Maurice. La Côte d'Ivoire est au travail. Abobo vient de dévoiler ses ambitions pour le bien-être des populations. Des projets de la municipalité ont été révélés. Il s'agit entre autres de la construction d'un micro-tunnelier pour mettre fin aux inondations, l'amélioration des recettes propres de la commune, la formation et l'insertion des jeunes, autant d'activités donc qui seront menées dans un délai très proche. Nous témoignent Serge Pakomdidi et Issa Chonayo. Abobo sera zo. Abobo sera zo, pour dire que la commune d'Abobo sera très belle dans les semaines et mois à venir. Inscrit Abobo au rang des plus belles communes du district d'Abidjan, un vœu cher à Kandia Kamara, maire de la commune, qui mobilise l'expertise de grandes structures performantes dans le domaine de la technologie. Une signature de partenariat entre la mairie et une structure privée spécialisée dans le domaine technologique des collectes des taxes et des dépenses municipales a lieu. Ceci pour améliorer et booster les recettes propres de la commune. Dans le cadre de l'aménagement du rond-point de la commune, en particulier, un micro-tunnelier est en construction pour creuser des canalisations souterraines pour le drainage des eaux de pluie et ainsi mettre fin aux inondations. Je suis en joie pour nos quartiers d'Abobo. Vraiment parce que la Dieu va arranger là. Que Dieu lui donne la force. La formation, l'insertion des jeunes de la commune sont également inscrites au centre des priorités de la municipalité d'Abobo. Plusieurs chefs d'entreprise réunis au sein du club Abidjan Ville Durable apportent leurs expertises dans le domaine en termes de changement et d'innovation. Abobo est une zone de grande pluviométrie avec des inondations fréquentes. Avec les nouvelles infrastructures, ces inondations sur la voie express et les voies annexes ne seront plus que de vieux souvenirs. Nous, autorités municipales, en tirons un réel soulagement, tout comme les populations riveraines. Le CHU, le stade olympique, le lycée d'excellence avec internat sont entre autres des projets structurants que Kandia Kamara envisage d'offrir à ses administrés dans le mois à venir. On parle aussi développement, paix et cohésion sociale du côté de Saïwa. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a échangé avec les populations et notamment les chefs de communauté de la localité. Il a appelé à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Eric Goury. C'est par les chefs de la communauté BT de Saïwa que Amédée Kwaku a commencé sa rencontre avec les têtes couronnées de la localité. Pendant les échanges, l'ordre du jour a pris le temps de bien noter les doléances faites par les chefs
avant de faire passer son message. Un message basé sur la paix et la cohésion sociale. Nous avons fait notre doléance qui est essentiellement basée sur l'entretien des routes dans le canton Yokolo. Ce message-là, c'est que dans la vie, il faut aller se réchauffer autour du feu qui s'allumine beaucoup. Donc, il nous exhorte au travail, mais surtout au développement. Même exercice, mais cette fois-ci avec les chefs de la communauté Baoulé. Amédée Kouakou a donné le motif de sa présence avant d'écouter ses chefs. Après quoi, il a passé son message de paix et surtout a parlé des idéaux du président de la République. Message perçu 5 sur 5. On a compris. Ça veut dire qu'on doit suivre l'acte du président. Celui qui est au pouvoir, le président Alassane, on doit le suivre. Amédée Kouakou revient sur les points essentiels de la rencontre. La vision du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement à l'ensemble des Ivoiriens. Mais cette vision du président Alassane Ouattara ne peut prospérer que lorsqu'il y a la paix et la stabilité dans notre pays. Et donc, étant ici à Saïwa, il était donc normal que nous allions donc rencontrer ces chefs pour leur passer les salutations du président, mais notamment pour les inciter à la cohésion et à la paix. Bientôt, une grande tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire est prévue par le député maire de Divo pour préserver la paix au sein des communautés ivoiriennes. La Côte d'Ivoire paisible reste surtout mobilisée contre le coronavirus. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 29 octobre, on dénombre en Côte d'Ivoire 4 nouveaux cas, 39 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. On dénombre au total 61 271 cas confirmés, 59 954 guérisons et 692 décès au total enregistrés dans notre pays. Après 48 heures d'échange entre acteurs du privé de Côte d'Ivoire et ceux venus d'ailleurs en Afrique, les participants de la 9e édition de la CGC Academy ont levé l'encre. Des discussions et échanges fructueux et intéressants selon les participants. Il est ressorti une volonté pour les chefs d'entreprise à plus d'engagement pour faire des entreprises africaines des modèles de résilience et d'efficience. Le reportage de Noël Nyagno dans nos prochains journaux. Une vaste opération de désinfection des cages au profit des revendeurs de volailles est en cours sur le territoire. Ces opérations d'hygiène sont une réponse du gouvernement après la découverte de foyers de grippe aviaire dans la ville historique de Grand Bassam. Dans le district d'Abidjan, c'est une soixantaine de points de vente de poulets qui ont été ciblés. Voyons l'étape du grand marché de Trècheville avec l'enseignant Bakayoko. Au grand marché de Trècheville, les revendeurs de volailles attendaient cette opération de désinfection avec impatience. Quelques jours auparavant, ils ont vidé les cages de tous les poulets, curé, nettoyé et lavé les installations extérieures. C'est dans l'intérêt de tous. Voilà, assainir notre lieu de travail régulièrement, je crois que c'est un plaisir pour nous. Cette opération ne perturbe pas notre travail, ça ne dérange pas notre travail, puisque nous avons donné l'information à nos clients. Depuis fort longtemps, donc on a eu le temps d'approvisionner nos clients. Munis des équipements de désinfection, notamment les blouses en matière chasuble, les gants et les pulvérisateurs, les équipes des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques ont observé tout le protocole sanitaire. Le trempage, le décapage et la désinfection proprement dite. Cela va permettre de lutter efficacement contre tous les pathogènes qui peuvent se trouver sur le marché et permettre aux consommateurs d'avoir des produits sains et de bonne qualité. C'est à partir de la semaine prochaine que les points de vente du marché désinfectés pourront être réapprovisionnés en poulets. Nous lançons l'appel à tous nos collègues pour qu'ils adhèrent à la désinfectation des différents marchés. Si cela est fait, les consommateurs ont le courage de venir acheter du poulet. Il y a 3 mois, des cas de grippe aviaire ont été décelés à Mondoukou, près de Grand Bassam. Il s'agit des premiers foyers confirmés depuis 2015 au sein de l'élevage de volailles en Côte d'Ivoire.
On aime la volaille, on aime également le chocolat et notre pays. La Côte d'Ivoire est présente au 26e Salon du chocolat de Paris après une année blanche due aux contraintes imposées par le coronavirus. Ce retour mobilise 237 exposants issus de 17 pays. Le rendez-vous se veut festif et surtout gourmand cette année. L'accent est mis sur la solidarité pour soutenir la profession. La Côte d'Ivoire est bien déterminée à maintenir son leadership en matière de cacao culture. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. Au stand officiel ivoirien dirigé par le Conseil du café cacao, le ministre français délégué au PME, Marc Henaré. Je suis heureux avec monsieur l'ambassadeur ici d'être sur le stand de la Côte d'Ivoire, pouvoir régaler l'ensemble des pays du monde parce que les chocolatiers français ont cette reconnaissance du bon produit. Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, réaffirme la volonté du président Alassane Ouattara à préserver le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de cacao-culture. Les stands ivoiriens intéressent des visiteurs de tous les 4 coins du monde. C'est assez extraordinaire par les temps qui courent, produire du chocolat avec 0 pesticides. Et c'est vrai que nous sommes très curieux parce que nous habitons dans l'océan Indien. Donc nous avons vraiment tenu à venir rencontrer les personnes qui nous permettent de déguster ce chocolat extraordinaire. C'est délicieux. Je conseille au public de venir déguster et d'acheter parce que je pense que le matin, une petite cuillère de chocolat dans son lait, ce sera très bon. Donc n'hésitez pas à venir. En tant qu'Ivoirien, quand on sait que ton pays est le leader mondial du cacao au monde, tu ne peux pas rester chez toi lorsque tu sais qu'il y a un salon qui expose les produits de cette agriculture-là. Grande satisfaction pour les producteurs ivoiriens de cacao qui luttent pour sauvegarder la forêt ou aider les femmes vulnérables à travers des stratégies d'exploitation et de transformation. On a plusieurs saveurs, du gingembre, du lait, du riz soufflé et tout. Donc du coup, quand une personne achète notre tablette, une partie des bénéfices est reversée à ces dames, dans l'objectif qu'on puisse créer une activité génératrice de revenus et les rendre aussi autonomes. Le Conseil du café cacao, à sa tête, Yves Bramakone, assure la régulation, la stabilisation et le développement de la filière café cacao en Côte d'Ivoire. Cette structure propose un programme alléchant, dont un masterclass sur la production du chocolat. Au cours de ce salon de Paris, Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base et président du conseil de l'ICCO Cacao, donnera une conférence débutée hier. Le 26e Salon international du chocolat de Paris prendra fin le 1er novembre prochain. Plus de 10 millions de visiteurs sont attendus. Voilà, le chocolat made in Côte d'Ivoire, on le consomme avec plaisir. On en arrive à notre dossier Vie d'ici. Ce soir, je vous invite à faire une immersion dans l'univers du Zaouli. Cette danse au rythme traditionnel des communautés gouro a conquis les cœurs et a même séduit l'UNESCO qui l'a inscrite sur sa prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel en 2017. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais quelles sont les retombées pour les acteurs? Dans la région de la Maraoué, temple de cette danse devenue typique, danseurs, percussionnistes et leurs groupes tentent tant bien que mal de s'imposer au rythme du Zaouli. Et la concurrence est rude dans les villages. Le dossier d'ici est signé Didier Nguissa. Place publique de Bogo-Penfla, dans le département de Zouenoula, les batteurs s'échauffent en attendant le masque Zaouli. À l'autre bout du village, dans cette case, Delpech, le danseur principal, se prépare. Ici, rien de mystérieux, femmes et enfants assistent aux préparatifs. Le masque fait son entrée majestueuse sur la place publique. Le spectacle peut commencer. Chanteurs, flûtistes, percussionnistes ou danseurs, ces praticiens du Zaouli ne vivent pas à plein temps de la danse. Chacun a une autre activité. Delpech, lui, est électricien, mais la danse est sa vocation. Quand j'étais petit, j'ai commencé à danser les enfants. Maintenant, quand je sors, si je bouge mes pieds comme ça, si les gens regardent net, je me cache. Actuellement, ça va. À Montfla, l'un des 14 villages praticiens du Zaouli, Zamblebi Nestor est une vedette et sa renommée va bien au-delà de ce petit village. Il a adapté au Zaouli
Ce pas de danse, appelé le glissement, d'inspiration urbaine, ouvre les portes à l'international aux Zaoulis de Manfla. Moi, je suis allé à Italie, en Corée, en Chine, au Portugal, et puis au Burkina 3 fois. Tibeita, situé à mi-chemin entre Boisflé et Zionola, a également connu son heure de gloire. Lélibi Lésier, un pur produit du Zaouli, exécute de manière synchronisée les pas de danse avec le masque. Le Zaouli de Tibeita a accompagné plusieurs missions officielles de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Zaouli de Tibeita est reconnu à l'international, mais nous n'avons jamais bénéficié. On a beaucoup voyagé, mais on n'a rien eu dedans. Le Zaouli est créé même pour faire plaisir à la population. C'est tout dernièrement que l'argent est venu. Sinon, que vraiment, le Zaouli, souvent, se déplace, il n'y a rien. Si les villages de Tibeita et Manfla tirent leur épingle du jeu, la plupart des praticiens du Zaouli broient du noir. C'est le cas de Zrabissi-Ifla, village berceau du Zaouli, à environ 10 km de Zionoula. Ces précurseurs de la danse sont mis sous l'éteignoir par les autres villages actuellement en vogue. Ils nous ont volé la vedette. Hier, c'était Zamble-Fla et Tibeita qui partaient à la place de Zrabissi-Ifla en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Manfla, mais qui vont jusqu'à Jésus en Corée, mais toujours au nom de Zrabissi-Ifla. Et c'est ce que nous déplorons. Pourquoi ne pas venir directement vers nous, nous donner ce à quoi nous avons droit? Il ne profite pas non plus de l'inscription du Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette tombe repose Kweibi Voisier, l'inventeur du Zaouli. Sa sépulture est envahie par les herbes. Il est mort en 1980 dans des circonstances non encore élucidées. Selon ce que nos parents nous ont dit, il est mort et on l'a retrouvé pendu à Boisfléville. Voilà pourquoi nous avons parlé des circonstances de sa mort qui nous a beaucoup peiné. Dans cette rivalité, certains villages tentent de travestir l'histoire du Zaouli. Face à cette tentative, le ministère de la Culture tranche, reconnaît à Zrabissi-Ifla la paternité du Zaouli. Selon les études, les missions, nous savons d'où est venu le Zaouli. Le Zaouli vient de Zrabissi-Ifla, d'où le premier danseur, Voisé, voilà. Au-delà de cette émulation entre les villages, les 265 praticiens du Zaouli recensés par leur association vivent dans la précarité. Puisqu'ils n'ont pas de rémunération en tant que tel, c'était bon, soit dans leur ils font des plantations, il faut qu'ils mangent, ils ont des familles. Donc c'est dans ce sens que j'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient soutenus. Anciennement, il y a le Zaouli de Dianfla qui, après un voyage en France, les danseurs ont pu se construire chacun une villa. Aujourd'hui, c'est pour l'enthousiasme, la joie de danser qu'il y a le Zaouli. Mais le Zaouli, pour faire fortune, c'est devenu un peu difficile. Mais il y a un groupe qui se dégage un peu, c'est le groupe de Manfla. Il n'y a pas de programme clair de valorisation du Zaouli. Donc du coup, celui qui valorise le Zaouli se trouve celui qui est le bénéficiaire du Zaouli. Et donc il n'a pas intérêt, mais il n'y a pas de cadre pour expliquer qu'il y a l'origine et qu'il faut faire valoriser l'origine. Le Zaouli est plus une source de développement pour eux que l'anacade qu'ils le font dans leur village. Donc ils ne sont pas oubliés. On doit travailler dans un programme cohérent pour expliquer toute l'origine et voir comment est-ce qu'on va faire évoluer. Le Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, suscite de plus en plus de festivals, dont 2 identifiés dans la Maraoué. Il contribue à garantir la durabilité de cette inscription sur la liste de l'UNESCO qui n'est pas définitive. La fin des querelles de leadership entre les praticiens et leur professionnalisation pourrait constituer un atout pour le Zaouli et pourquoi pas faire vivre ses praticiens. Voilà, le Zaouli, fierté du peuple Goro, de la culture africaine et mondiale. C'était un dossier réalisé pour vous par Didier Nguessan. Votre Radio Côte d'Ivoire célèbre ses 60 ans d'existence et la fête continue. Des journées portes ouvertes sont organisées dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire afin d'informer le grand public sur l'histoire de cette radio et vous y êtes conviés. Jama Gagé nous donne quelques détails. C'est un passionné de Radio Côte d'Ivoire. Une radio qui a bercé son enfance et sa jeunesse. Mais pas seulement une radio qui aujourd'hui le pousse à effectuer le déplacement de Divo à Abidjan. Taïro Nicolas
est heureux d'être dans les murs de la mer des radios pour souffler sa 60e bougie. C'est mon cœur. Tout le monde me connaît à travers mes interventions à la radio. Voici ce qui m'a aujourd'hui vraiment plu de venir physiquement à la radio pour faire la connaissance du personnel. J'étais vraiment épaté de faire la connaissance de la directrice de la radio. Comme Nicolas, Kwame Eugène a voulu lui aussi revivre des moments de souvenirs. En son temps, il y avait le bal de samedi soir. Bien que ça se passait à la maison, mais on organisait notre petite famille. Nous, on n'allait pas en boîte, mais on faisait en sorte que le bal de samedi soir soit pour nous un élément d'animation et de réjouissance. Radio Côte d'Ivoire, première radio en Côte d'Ivoire, célèbre son 60e sous forme de festivités, de panels, mais aussi à travers une exposition photo des pionniers qui ont marqué sa vie. Nous sommes vraiment fiers, heureuses d'avoir pu organiser ce 60e dont l'objectif était de véritablement rendre hommage à nos pionniers, à nos devanciers qui ont tenu de mettre cette maison. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a effectué une visite dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire pour vivre ces instants, mais aussi encourager l'ensemble du personnel. Il a également donné sa vision pour une radio Côte d'Ivoire moderne à l'ère du numérique. On a l'ère du numérique, de la radio filmée et tout le dispositif digital que nous avons va faire une place de choix à Radio Côte d'Ivoire, des applications nouvelles pour permettre aux auditeurs d'ici et d'ailleurs de pouvoir accéder avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fonctionnalités au programme de Radio Côte d'Ivoire et également avec la radio filmée permettre aux belles productions d'être connues également sur les chaînes de nos télés. Démarré le mardi 26 octobre, les festivités marquant les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire s'achèvent le vendredi 29 octobre 2021. Et la fête fut très belle. Quelques échos maintenant du Maoulid. La communauté musulmane humaniste a célébré la commémoration de la naissance du prophète Mohamed à Adzopé. Une commémoration est placée sous le sceau de la paix. Mahama Traoré. À leur arrivée dans la ville d'Adzopé ce matin, ces disciples de la communauté musulmane amaliste entendent des chants liturgiques. Ils sont heureux de commémorer la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette année, la célébration du Maoulid est placée sous le sceau du pacifisme, tel que pratiqué par Cheikh Amaoula. Tout ce qu'ils prônent, c'est le pacifisme. Tout ce qu'ils prônent, c'est la paix. Tout ce qu'ils prônent, c'est la foi. La vraie foi, quand on parle de la foi, sans distinction. L'inspiration que nous avons eue de lui toujours, c'était d'avoir une paix interne. Quand quelqu'un a une paix interne, il ne peut pas souffrir. Donc c'est ce message-là qu'il a fait véhiculer. Cette édition du Maoulid, la communauté musulmane amaliste a bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. La paix est le dénominateur commun de toutes les religions, de toutes les confessions. C'est à cela qu'on appelle les uns et les autres, surtout en cette période trouble dans notre région. Pour l'occasion, le petit-fils du Cheikh Amaoula, fils de l'actuel guide suprême du hamalisme, le Cheikh Mohamed Ould Cheikh Amaoula d'Ibouye Aïdara, a effectué le déplacement d'Adzopé. L'homme des dieux dit être surtout venu pour exprimer la gratitude de son père au gouvernement ivoirien. Je voudrais remercier le Premier ministre et le Président de la République. Sans eux, nous n'aurions pas ce site comme lieu de pèlerinage. Je prie pour eux et pour toute la Côte d'Ivoire. Une conférence sur la place de la Tarika dans notre société, des prières et des chants liturgiques en l'honneur du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, ont meublé la cérémonie. À l'étranger, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kwasi Brou, conduit une délégation de son organisation à Conakry en Guinée. Cette mission de haut niveau de l'organisation ouest-africaine s'achève demain samedi et c'est la troisième mission de la CEDEAO en Guinée depuis le putsch du 5 septembre dernier qui a renversé Alpha Condé. Le président de la commission de la CEDEAO et sa délégation vont échanger avec les nouvelles autorités sur le respect des délais de la transition. En septembre dernier, vous vous souvenez, la CEDEAO avait annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État et appelé à des élections au plus tard dans les 6 mois. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure. Très belle soirée sur RTI 1 et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous.